Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir et de nous écouter encore une fois. Fidèle au rendez-vous donc du grand jury, le dernier de l'année 2017 qui a le plaisir de recevoir monsieur Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Alaikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est d'ailleurs la première fois que vous participez à cette émission, le grand jury de la RFM. Mais ce n'est pas la première fois sur RFM. Absolument. J'ai déjà été cuisiné Vous êtes passé à RFM matin. Voilà. Vous êtes passé entre les fouches codines de Babacar Fall et Georges Détié Diop. Un exercice bien difficile à 2 contre 1. Peut-être que je serai plus gentil que... Les internautes l'ont bien senti en tout cas et sont nombreux à vous interpeller à travers ma page Facebook. Nous reprendrons tout à l'heure quelques-unes de leurs questions. Leurs réactions vont se poursuivre au cours de la diffusion de cette émission d'ailleurs via nos réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM ou directement via notre application GFM et vous disponible sur Android et Apple Store. Christophe Bigot, une année s'achève, une nouvelle s'annonce. Regard extérieur d'un ambassadeur à brûle-pourpoint. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant l'année 2017 ? Et d'abord, cette année a été extrêmement forte dans la relation entre la France et le Sénégal. On a commencé, je dirais, un petit peu avant la fin de l'année, c'était la visite d'État du président Macky Sall en décembre. C'était une visite d'État très forte, c'était la première depuis Abdou Diouf. Et puis, nous allons la conclure, je dirais, un petit peu après l'année 2017, puisqu'en février 2018, nous allons avoir la visite du président Macron. Donc, c'est dire que cette année, plus 2 mois, est une année extrêmement forte dans la relation entre les deux pays. Et puis, sinon, ce qui m'a marqué, moi, personnellement, au Sénégal, pendant cette année 2017, ce ne sont pas des événements particuliers. C'est ma réalité au jour le jour, et c'est notamment quand je vais sur le terrain, quand je vais voir l'inauguration d'un château d'eau dans le cadre d'un programme qui s'appelle le PAISD, et qu'on fait avec la diaspora, avec l'État sénégalais. Un château d'eau, une case de santé, une piste de production. Eh bien, c'est l'enthousiasme des habitants du village. Ce sont les femmes qui sont débarrassées de la corvée d'eau quand il s'agit d'un château d'eau. C'est ce qu'un lampadaire solaire peut changer dans la vie d'un village. Des petites choses, des petits détails, mais et c'est à cela qu'on mesure l'immensité des besoins du pays et la nécessité d'être là pour accompagner son développement. Vous êtes un ambassadeur de France sur le terrain, certains diraient trop sur le terrain, on ne vous le reproche pas du côté du gouvernement du Sénégal? Trop sur le terrain, pourquoi le reprocher? Je pense que c'est important que les ambassadeurs ne restent pas dans leur petite bulle diplomatique. La mienne, la résidence de France au Cap-Manuel est magnifique, elle est extraordinaire. Mais le danger, c'est de rester dans cette bulle et de ne pas voir les réalités du pays. Et voir les réalités du pays, c'est pas simplement ressentir les besoins, c'est aussi monter des projets, c'est aussi revenir voir un projet et regarder s'il a évolué, s'il a avancé. C'est pousser tout ce qui est fait par des universités, par des collectivités locales françaises, par des entreprises françaises, ou aussi par la diaspora. On sait à quel point la diaspora sénégalaise en France est très active. Mais le risque aussi, c'est de marcher sur les plates-bandes du gouvernement du Sénégal. Je m'en garderai bien. Vous savez, quand je vais sur le terrain, je suis en général avec le préfet, le gouverneur. Quand c'est avec le PISD, c'est avec le conseiller du président de la République qui s'occupe de la coopération technique. Donc je me garderai bien, vous savez, de marcher sur les bandes de qui que ce soit. Vous avez omis votre réplique à votre homologue américain dont les services ont alerté sur une attaque terroriste qui pouvait surgir à Dakar et qui demeure d'actualité d'ailleurs jusqu'en cette fin d'année, si on se fie au communiqué de l'ambassade des États-Unis d'alors. Avec le recul, comment peut-on comprendre le contre-pied de votre ambassade ? Je crois que chacun est libre ou non de relayer les informations venant d'une autre source. Nous n'avons pas souhaité les relayer parce que nous ne les partagions pas, tout simplement. Et dès lors que vous relayez publiquement des informations, vous en êtes donc responsable et vous devez donc être assuré de leur fiabilité parce que ce que vous dites en public a des conséquences pour la vie des uns et des autres. Il faut donc être très attentif. Vous leur avez presque dit, monsieur, les Américains, vous vous êtes plantés. Ça, c'est votre langage. Je crois que les Américains ont leur propre réseau d'information et il leur appartient ou non d'en tirer les conclusions.
Nous, tout simplement, nous n'avions pas souhaité relier cette information parce que nous n'avions pas d'informations ou d'éléments qui permettent de la confirmer, de la valider. Et avez-vous eu l'occasion d'aplanir les divergences avec l'ambassadeur des États-Unis? J'ai une très bonne relation avec l'ambassadeur des États-Unis qui vraiment est un ambassadeur qui connaît bien l'Afrique. Hein. Il a des racines africaines, hein, on le sait, et qui, je crois, représente extrêmement bien son pays ici au Sénégal. Donc ce n'est pas là du tout le sujet. Après, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez des sources différentes, des avis différents, et on peut être alliés et avoir des points de vue distincts. Vous vous êtes parlé après Mais cela? nous parlons à de nombreuses reprises, voilà. Après l'incident? Évidemment, ce n'est pas un incident pour moi, c'est simplement une différence d'appréciation. Vous en avez parlé. Et vous êtes compris? Mais il y a un stade où, de toute façon, encore une fois, si vous avez des sources différentes, vous avez des analyses différentes, et ce ne sont pas là des divergences. Ce sont des différences, et c'est pas simplement un petit jeu de mots sémantique. C'est normal. C'est normal, et c'est le cas très souvent. Moi, vous savez, j'ai été pendant plusieurs années directeur de la stratégie de la DGSE. Très souvent, nous avons des sources qui donnent des résultats différents, et il faut bien essayer de réfléchir, prioriser, examiner ce qui nous paraît le plus crédible ou pas. Ceux qui voient ou qui avaient vu une sorte de conflit entre les États-Unis et la France au Sénégal se sont trompés. Il n'y a aucun conflit entre la France et les États-Unis. Vous savez, nous coopérons très étroitement entre la France et les États-Unis. Les États-Unis, c'est notre plus vieil allié historiquement. Et nous travaillons très étroitement avec les États-Unis, non seulement au Sénégal, mais je dirais sur toute la bande sahélienne. Et d'un point de vue très opérationnel. Donc, non, il n'y a aucun problème et aucune difficulté. Il y a quand même quelques difficultés concernant le climat, concernant également le Proche-Orient. Nous y reviendrons tout à l'heure si le temps nous le permet. Ce sont là des différences d'approche. Tout à fait. Moi, je parlais des sujets relatifs à l'Afrique et à la sécurité. On peut effectivement, et vous l'avez noté, que les États-Unis se sont en quelque sorte ont mis de la distance entre eux et les résultats des différentes conférences sur l'environnement. Et nous souhaitons effectivement que ces conférences sur l'environnement produisent tous leurs résultats. Et pour cela, nous avons besoin des États-Unis. Le directeur de cabinet politique, en tout cas ministre d'État auprès du président de la République, M. Saleh, Mahmoud Saleh, à l'époque, lors du grand jury d'ailleurs, n'avait pas manqué de s'émouvoir de cette polémique entre deux ambassadeurs, deux puissances amies, il faut le dire, sur le territoire sénégalais. Dakar vous a-t-il invité à une cessation des hostilités, pour ne pas dire un cessez-le-feu? Mais dans mon esprit, 1, il n'y a pas de polémique, 2, il n'y a pas d'hostilité, 3, il n'y a pas de cessation d'hostilité, il n'y a rien de tout cela. Ni de rappel à l'ordre. Il n'y a rien de tout cela, non, il y a simplement des points de vue différents qui s'expriment et qui sont tout simplement le reflet de sources différentes. Donc voilà, je crois qu'on est très loin de tout cela. Terrorisme, nous en parlons. Une trentaine de djihadistes sont détenus aujourd'hui au Sénégal. Procès en février 2018 de l'imam Alioune Ndao, que vous suivez certainement avec beaucoup d'intérêt. C'est très important. Je pense que le Sénégal a cet avantage rare en Afrique d'être un pays stable, un pays démocratique, un pays sûr, un pays où il n'y a eu aucun attentat. Et cela n'est pas l'œuvre du hasard, c'est parce que vous avez un très bon dispositif de répression et de prévention de la lutte et vous avez un dispositif qui vous permet d'avoir des bonnes informations. Donc, moi, je me félicite que les djihadistes aient pu être arrêtés et qu'ils puissent être jugés. C'est important et il faut poursuivre dans ce sens-là. Ils vont être jugés, ce n'est pas encore fait. Qui puisse être jugé, voilà. Oui, qui puisse être jugé. Okay. Et donc, je pense que c'est très important de maintenir ce niveau de prévention, de répression. Et je sais que le Sénégal, que ce soit via les renseignements, la gendarmerie, la police, l'armée, est extrêmement actif. Parce que, vous savez, personne n'est exempt du risque terroriste. Personne.
absolument personne. Aujourd'hui, un acte terroriste peut se produire sans aucune planification, avec des moyens vraiment rudimentaires. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut aussi être très attentif dans la coopération que vous avez avec les pays de la région et avec quelques grands partenaires, parce qu'ils peuvent vous alerter, ils peuvent à l'avance vous prévenir de telle ou telle constitution de réseau. On a quand même vu des soutiens de l'imam Alioune Ndao se manifester lors de l'audience qui a donc procédé au renvoi du procès en février. Il est le coordonnateur régional de l'association des imams de Kaolack. Que dites-vous à ces soutiens qui pensent qu'il est innocent? Mais moi, je ne suis pas juge, donc le jugement interviendra dans quelques semaines. Donc on laissera la justice elle-même examiner les preuves et se déterminer. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il faut avoir un dispositif de répression tout à fait organisé, que nous-mêmes d'ailleurs nous coopérons très activement avec le Sénégal sur ce sujet, puisque nous avons mené plusieurs exercices communs et nous sommes très vigilants dans l'accompagnement que nous apportons au Sénégal. Et puis ensuite, la question du djihadisme, c'est pas simplement une question de police ou de renseignement, c'est d'abord une question d'éducation et une question de valeur. Et là, je crois que ça appartient à tout le monde. Ça appartient aux journalistes, ça appartient aux éducateurs, aux enseignants, aux parents vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est sur ce terrain-là aussi qu'il faut se battre en définissant ce qu'est la réalité de l'islam et en combattant tous ceux qui déforment cet islam et qui l'utilisent à des fins d'intolérance et de barbarie. Mais il faut que ce dispositif aussi ne soit pas préjudiciable à la présomption d'innocence. Juste un exemple, Ahmed Abba, au Cameroun, journaliste correspondant d'RFI en langue Hausa, a été arrêté, gardé, détenu pendant très longtemps. Il vient d'être libéré. C'est pour ça que je disais qu'il appartenait à la justice du Sénégal de se prononcer dans quelques semaines et que je ne pouvais pas par avance en préjuger de sa décision. Et c'est pour ça que je préfère me prononcer sur la dimension plus significative et aussi plus importante de la question djihadiste, d'ailleurs pas seulement au Sénégal, mais plus généralement dans l'Afrique subsaharienne. On a vu qu'il y a des franco-sénégalais qui sont également détenus aujourd'hui. C'est l'exemple du jeune Ibrahim Ali qui a été formé, d'après les informations reçues, dans les camps d'entraînement djihadistes en Syrie. Arrêté dès son retour au Sénégal, les services français l'ont signalé à leurs homologues sénégalais qui ne se sont pas fait prier pour l'arrêter. Il est qualifié de dangereux terroriste, version que réfute sa famille. Vous répondez quoi? Moi, je ne vais pas interférer sur un cas individuel. Encore une fois, je n'ai pas à me prononcer sur les cas individuels. Cela relève du travail de la police et de la justice et d'échanges avec les services de renseignement. Aucun de ces sujets n'est de ma compétence. Donc, je vais laisser la police et la justice faire leur travail. Après, elles verront ce qu'il en est, le temps que la justice se fasse. Comment se déroule la coopération entre la France et le Sénégal? Ce que je peux dire, c'est que cette coopération est très intense et elle est intense dans tous les domaines. Sur la question terroriste, avant de passer à un autre point. Sur la question terroriste, vous savez, il y a plusieurs aspects. Vous avez le volet qui est, je dirais, le volet de la formation, le volet de la fourniture d'équipement, le volet des exercices opérationnels. Je mentionnais par exemple qu'il y a quelques semaines, nous avons eu 2 exercices. Un exercice qui était à Sali, où, avec le ministre de l'Intérieur, il y a eu une simulation d'un attentat contre un hôtel sur un site balnéaire. Quelques semaines plus tard, il y a eu une autre simulation, elle, c'était à Saint-Louis, contre une infrastructure à Saint-Louis importante. Donc il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner avec les meilleurs experts. Et le choix des sites pour les simulations n'est pas innocent non plus. Le choix des sites, personne ne peut se mettre dans la tête des djihadistes, il vaut mieux éviter, mais on essaie de couvrir l'ensemble des risques possibles. Et donc cet entraînement, c'est la fourniture d'informations, c'est la formation, ce sont les équipements, c'est tout ça qui concourt à éviter les attentats. Et le fait que le Sénégal ait des partenaires importants, vous parliez tout à l'heure des États-Unis, je pense que c'est un partenaire très important du Sénégal. On pourrait parler aussi du Maroc, on pourrait parler de l'Espagne, on pourrait parler de l'Italie ou de la Turquie. C'est ce réseau-là qui lui permet aussi d'avoir les bonnes informations au bon moment.
il y a une coopération judiciaire? Bien sûr. Coopération. Nous avons un magistrat de liaison à l'ambassade de France qui est chargé justement de favoriser cette coopération judiciaire entre la France et le Sénégal. Et il y a aussi que les États-Unis, nous l'avons rappelé, suivent cette question avec vous. Pourquoi finalement l'intérêt si particulier de votre pays à la question, à la menace terroriste au Sénégal? Il n'y a pas un intérêt particulier sur la menace terroriste au Sénégal. Il y a, je pense, une inquiétude, une préoccupation légitime d'abord des Sénégalais, pour commencer. Et c'est une préoccupation qui est commune à l'ensemble des pays de la zone sahélienne. Quand on regarde ce qui se passe à vos frontières, quand on regarde ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé il y a encore beaucoup plus longtemps en Mauritanie, il y a effectivement lieu d'être extrêmement vigilant. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury qui reçoit aujourd'hui Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal. Cette nouvelle édition du séminaire gouvernemental, j'ouvre les guillemets bien sûr, constitue la première étape d'une séquence bilatérale qui s'annonce cette année encore très riche. J'ai fini de citer la déclaration qui a sanctionné le séminaire intergouvernemental tenu en octobre en France entre les gouvernements sénégalais et français. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de concret après ces déclarations? Alors, si j'étais bureaucrate, je vous dirais 25 pages. 25 pages de textes et de propositions que j'ai sous les et de mesures très concrètes. Oui. Mais je vais vous en signaler deux très simples. La première, c'est que tous ceux qui sont diplômés d'universités françaises auront droit, à partir de maintenant, à un visa de circulation de 5 ans avec 3 mois de séjour possible tous les 6 mois en France. C'est la première mesure. Tous les diplômés. Tous les diplômés de l'université française. Tous les diplômés. Deuxième mesure, très simple, très ambitieuse, et à mon avis nécessaire, c'est la création d'un campus universitaire franco-sénégalais, ou sur le site de la ville nouvelle de Diamniadio, ou avec des partenaires français, avec des partenaires sénégalais, nous voulons proposer aux étudiants sénégalais le meilleur de ce qui existe déjà en France et qui peut être complémentaire de ce qui existe au Sénégal. Voilà 2 mesures très simples qui figurent dans ce relevé de conclusion de 25 pages que je vous invite à lire les soirs où vous vous ennuyez chez vous. Et inversement, qu'est-ce que le Sénégal apporte à la France, puisque nous sommes dans un cadre de partenariat? Eh bien, si vous prenez par exemple ce campus, moi j'ai bon espoir que des étudiants français puissent venir ici au Sénégal se former, passer 6 mois, 1 an. Oui. Je crois que si vous regardez la diaspora sénégalaise en France, qui est très active, eh bien, joue un rôle extraordinaire dans la promotion du lien entre la France et le Sénégal. Voilà 2 exemples de ce qu'on peut faire. Je vous citais tout à l'heure les projets que nous menons par exemple à Bakel ou à Goudiri. Eh bien, ces projets sont menés dans le cadre d'un programme où est associé l'État sénégalais, la France et la diaspora. Donc on travaille ensemble. Niofar, comme on dit ici en Wolof. Vous maîtrisez bien le Wolof finalement. Monsieur le Président Emmanuel Macron, votre président, se rendra à Dakar au mois de février prochain pour le financement du partenariat mondial pour l'éducation, conférence parrainée par la France et le Sénégal bien entendu. Vous confirmez cette venue? Absolument, je la confirme. Après qu'il a fait le tour du monde, ou en tout cas le tour de l'Afrique, il vient enfin au Sénégal. D'abord, il n'a pas fait le tour du monde, ni même le tour de l'Afrique. En Afrique, il s'est rendu dans quelques pays qui sont des pays en crise, qui connaissent notamment des actes terroristes très graves. Le Ghana n'est pas un pays en crise. crise. Je parlais évidemment du Mali, notamment je parlais du Niger, qui a connu des actes graves contre son sol, qui est l'objet des actions de Boko Haram, donc des pays qui ont des difficultés très fortes et pour lesquels il y avait des enjeux de sécurité immédiats. Alors il vient ici au Sénégal pour une très longue visite,
qui lui permettra, je dirais, de montrer l'excellence de notre relation et que cette excellence n'est pas simplement une formule, mais qu'elle se traduit en réalité. La réalité, c'est par exemple un projet phare franco-sénégalais comme le TER. Ça peut être le supercalculateur qui va être installé à Diamniadio. Ça peut être ces collèges et lycées du Grand Dakar. Ce peut être aussi le campus universitaire franco-sénégalais dont je parlais, ou des centres de formation professionnelle, au métier par exemple de la mécanique. Donc il va pouvoir illustrer cette relation, il va pouvoir aussi marquer son intérêt évidemment pour la question de l'éducation, dont il a dit qu'elle était centrale, et c'est vrai qu'une partie de son séjour sera consacrée à la question de l'éducation, mais il parlera aussi d'environnement, il parlera de sécurité, il parlera aussi des questions qui touchent à la communauté française, qui est la plus importante communauté française au sud du Sahara. Une très longue visite de combien de jours ? Il appartiendra aux deux présidences de donner les détails du programme et la durée totale du séjour. Moi, je ne veux pas déflorer en cette année 2017 le parfum de cette très belle visite qui s'annonce. Et qui oui, vous avez dit longue visite. Oui, au moins, c'est plus de 24 heures. C'est une longue visite, donc effectivement, elle aura plus de 24 heures. Et c'est une visite qui est 3 jours. Qui est tout à fait dans la lignée, je dirais, de la grande visite d'État du président Macky Sall et du séminaire dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui permettra de mettre en œuvre concrètement, ici, au Sénégal, les mesures qui ont pu être annoncées dans le discours sur la politique africaine prononcé à Ouagadougou. Un séminaire intergouvernemental à Paris, c'était la 3e édition. Cela suppose qu'il y ait aussi un retour à Dakar. Absolument. Cela se fera. Ah oui, bien sûr. Le gouvernement français qui va se déplacer évidemment, pour venir au Sénégal. Cela s'est fait en 2016. Comme vous le savez, le Premier ministre Emmanuel Valls s'était rendu ici à Dakar. C'était le 2e séminaire et il est tout à fait entendu qu'il doit y avoir une forme d'alternance entre la France et le Sénégal. Vous le savez, ce séminaire, l'air de rien, c'est le seul séminaire que nous tenions avec un pays au sud du Sahara. Des critiques n'avaient pas manqué à l'époque pour dire mais qu'est-ce que le gouvernement du Sénégal fait en France de manière aussi massive. Oui, c'est curieux, quand M. Valls était venu ici au Sénégal, personne n'avait critiqué en France sa présence au Sénégal. Il était jugé normal qu'entre deux pays aussi proches, eh bien, il y ait cette relation qui doit se diversifier et qui doit il y a une dimension agricole, on parle de semences entre les deux ministres de l'Agriculture, il y a une dimension éducative, on va parler d'éducation primaire, on va parler de pêche. Donc il faut pour cela avoir tous les ministres compétents. Quand on parle de santé, c'est mieux d'avoir un échange entre les deux ministres de la Santé. Quand on veut parler de santé maternelle ou infantile, par exemple, ou quand on veut parler de problèmes de chirurgie cardiaque chez les enfants. Donc c'est bien d'avoir tous les ministres compétents présents. Et c'est ce qu'on fait aussi bien à Paris qu'à Dakar. Et moi, franchement, je m'en félicite. Encore une fois, le Sénégal est le seul pays avec lequel la France entretient cette relation-là au sud du Sahara. Et qu'ils viennent seulement maintenant, cela n'a aucune signification. Seulement maintenant ? À Dakar, en février, après la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et là, dernièrement, le Niger. Je crois qu'on n'est pas dans une cour de récréation, il s'agirait de savoir qui est le premier. Sauf qu'en diplomatie, c'est des choses qui peuvent avoir leur importance. L'important, ce sera la qualité de cette visite, ce sera son contenu, ce sera les annonces qui seront faites pendant cette visite. Et encore une fois, cette visite, elle est dans le prolongement de deux autres événements très importants qui ont eu lieu, le séminaire intergouvernemental et la visite d'État du président Macky Sall. Et le Sénégal a cette chance extraordinaire de ne pas être touché par le terrorisme. Oui, mais ce qui ne date pas d'aujourd'hui. Ses prédécesseurs, comme Hollande et Sarkozy, ont fait leur première visite en Afrique subsaharienne au Sénégal. Ça, c'est des faits. Comme vous le savez, les crises dont sont l'objet le Mali ou le Burkina Faso, pour prendre ces deux exemples, ou le Niger, sont des crises récentes. Heureusement, ce ne sont pas des crises anciennes. Boko Haram, d'un côté, ou Al-Qaïda et Daesh de l'autre, sont heureusement des créatures barbares assez récentes.
Et cela peut se comprendre que le Sénégal, justement, ne fasse pas partie du G5 Sahel. Alors ça, je dirais, il y a une réponse très simple à faire. De cette manière, vous savez, la France ne fait pas partie du G5 Sahel. Mais elle aide quand même. La France n'en fait pas partie. Oui. Donc d'abord, j'ai envie de dire, c'est une question qui relève des membres du G5 et du Sénégal, pour commencer. Ensuite, deuxièmement, quand vous regardez les membres du G5 Sahel, ce sont effectivement des pays qui ont été victimes ou sont victimes du terrorisme. Donc ils sont directement, je dirais, sur la ligne de front. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le point central du G5, c'est de essayer de lutter contre les terroristes ou dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le Sénégal n'est pas du tout dans cette situation. Le Sénégal peut appuyer ces pays, peut les aider, et c'est ce qu'il fait. Parce que le Sénégal fait un effort considérable. Vous voulez dire que c'est le choix du Sénégal de ne pas faire partie du G5 Sahel? On voit 2 forces de réaction rapide au Mali. Donc il est très actif au sein de la MINUSMA pour soutenir le combat contre le terrorisme. C'est un choix délibéré du Sénégal de ne pas faire partie du G5 Sahel? Je pense que c'est une question qu'il faut poser au Sénégal et aux membres du G5. Mais bien sûr. Voilà. Mais donc, puisque la France appuie, vous devriez avoir la réponse aussi, non? Moi, ce que je dis, c'est que le Sénégal n'est pas du tout dans la même situation que les membres du G5. Les membres du G5 sont exposés tous les jours au terrorisme. Tous les jours, ils doivent faire face à cette menace. Et cette menace n'est pas du tout virtuelle. Elle n'est pas loin de leurs frontières. Elle est sur leur sol. Donc il est normal que ces pays s'unissent pour trouver des solutions à ce problème. Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal et invité du grand jury. Le président Macron a dit à Ouagadougou, devant des étudiants dans un amphithéâtre, « Il n'y a plus de politique africaine de la France. » Faut-il croire en Macron? Je crois que cette phrase n'est pas toujours bien comprise, si je puis me permettre, s'agissant d'une parole du président de la République. Voilà. Oui. Je crois que ce que le président a voulu dire par là, c'est que la politique africaine ne devait pas être l'apanage de quelques experts. La politique africaine ne devait pas être l'apanage d'un ministère. C'est que tous les ministères, que ce soit la santé, l'agriculture, l'éducation, devaient avoir une action forte en Afrique. Il voulait dire par là que la France-Afrique, c'est quand même une vieille affaire, une vieille histoire, que c'était déjà terminé depuis fort longtemps, mais qu'il fallait le redire pour ceux qui n'en étaient pas convaincus. Donc je crois que c'est cela qu'il voulait dire en disant qu'il n'y a pas de politique africaine de la France, comme si cette politique devrait obéir à d'autres règles, à d'autres logiques, à d'autres manières d'être et de penser. C'est cela qu'il voulait dire. Et d'où d'ailleurs la question d'un des auditeurs, il s'appelle Elhaj Malik Niang. S'il n'y a plus de politique africaine de la France, alors qu'est-ce qui justifie ce conseil présidentiel pour l'Afrique que le président Macron s'est empressé de mettre en place? Ce sont ses propos. Oui, c'est que parfois on peut ne pas être compris. Le président Macron, avec ce conseil présidentiel pour l'Afrique, veut dire à quel point l'Afrique est pour lui important. Comme vous l'avez dit, il s'est rendu plusieurs fois en Afrique. C'est peut-être le continent où il s'est rendu le plus de fois. Parce que c'est un sujet qu'il connaît bien. Il a été stagiaire de l'ENA au Nigeria. C'est un sujet sur lequel il a des idées très claires qu'il a exposées pendant qu'il était en campagne pendant les élections présidentielles. Et c'est un sujet qui est essentiel pour la France, que ce soit sur un plan militaire, que ce soit sur un plan culturel, ou que ce soit sur un plan économique, ou que ce soit simplement sur le plan de l'amitié. Alors ce conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est quoi l'idée? C'est de pouvoir élargir la gamme des avis qu'il reçoit. C'est-à-dire ne pas être simplement dépendant de l'administration, mais pouvoir recevoir les avis de chefs d'entreprise, d'universitaires, d'Africains, qui ont un point de vue, ont des conseils à donner sur ce que nous pouvons faire, Français et Africains, ensemble. Cher Ibra Faye, qui revient à la charge, comme il n'y a plus de politique africaine de la France, quelle est la nouvelle politique ou existerait-il une alternative aux politiques précédentes? Je crois que le président, si on écoute son discours, je crois qu'il était très éloquent, son discours à Ouagadougou, il a voulu définir un peu quelle était cette politique. C'est une politique avec des priorités, l'éducation, l'environnement, les infrastructures, la jeunesse, la société civile. Voilà quels sont les éléments, quels sont quelques-uns des piliers de cette politique. Donc il croit fondamentalement, non pas simplement
en l'avenir de l'Afrique, mais aussi en la réalité de l'Afrique d'aujourd'hui, sa croissance, son effervescence, sa démocratie. C'est cela qu'il a voulu faire passer comme message, en prenant le risque, qui n'est pas nul, de s'adresser à un public d'étudiants à Ouagadougou, dont on sait qu'évidemment, ils allaient l'interroger, l'interpeller, et ils l'ont fait. Risque justement qu'il a pris, pour reprendre vos propos, puisque certains ont trouvé qu'il y avait de l'arrogance et du mépris quand il a dit que son homologue burkinabé qui était dans la salle, le président Kaboré, eh bien voilà, il est parti réparer la clim. Je crois qu'il y avait de la familiarité, et de la familiarité qui découlait de la complicité qu'il y a entre lui et le président Kaboré. Je crois que le président Macron, comme le président Kaboré, ont eu l'occasion de s'en expliquer. Alors cette familiarité... Le président Kaboré a dit que c'était pas méchant. Cette complicité... Libre à lui de le dire, mais des observateurs n'ont pas manqué de relever ce mépris, cette arrogance. Il n'y avait là ni mépris ni arrogance, simplement quand vous ne partagez pas cette complicité ou cette intimité ou cette familiarité, vous ne la comprenez pas, mais c'est parce que vous n'y êtes pas associé et que vous la découvrez en quelque sorte grandeur nature devant les caméras. On n'a pas eu la même tonalité à Accra, par exemple, face au président ghanéen. Eh bien, si vous suivez ma ligne de pensée, c'est peut-être qu'il n'y a pas la même complicité, intimité entre la France et le Ghana qu'il peut y avoir entre la France et le Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas plutôt la délicatesse entre la France et ces pays anciennement colonisés, ce qui est différent des pays anglophones? Je ne crois vraiment pas du tout. Certains le pensent, ils le soutiennent. Oui, mais il leur appartient de le penser, mais je pense qu'il y a plutôt la complicité qu'il peut y avoir au sein d'une même famille. Dans une même famille, effectivement, vous pouvez avoir un langage plus direct, plus simple, plus accessible, alors que quand vous n'êtes pas dans la famille, eh bien effectivement, vous respectez peut-être plus les procédures, les apparences. Voilà, mais nous appartenons à la même famille, ne serait-ce que la même famille de linguistique. Ce matin, j'étais à la Confémène pour apporter une aide à cette organisation des ministres de l'Éducation francophone sur une quinzaine de pays africains pour l'évaluation du système d'enseignement. Eh bien, ce que nous avions en partage, c'était cette culture et cette langue française. Et oui, ça crée évidemment des liens d'intimité, ça crée un parfum de famille. Oui, sur l'éducation, au moment, il a été dit qu'il y avait des privés français qui étaient intéressés par la reprise de l'école Yavuz Selim, le groupe Yavuz Selim. Où en est le projet ? Je crois que pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles sur ce projet. Je crois que d'autres décisions ont été prises. Ce qui est vrai, c'est que dans le secteur éducatif, il y a des investisseurs, il y a des organisations qui sont désireuses d'investir dans l'éducation. Ça, moi, je m'en réjouis. Notamment le groupe Yavuz Selim. Prenez par exemple... Pour répondre à ma question. Oui, mais moi, je prends la question d'une autre manière, c'est-à-dire l'intérêt pour le secteur de l'éducation. Par exemple, la société Galileo a décidé d'investir sur l'université ISM. Je m'en réjouis qu'il puisse y avoir des partenariats aussi dans le secteur privé sur l'éducation. Pour ce qui est du réseau scolaire que vous mentionnez, moi, je n'ai pas connaissance de progrès ou de changement sur ce sujet depuis le mois d'août. Et ces privés français sont toujours intéressés? Ils étaient intéressés au mois d'août. Oui. Depuis, je dirais, il s'est passé beaucoup de choses. La fermeture, notamment, des écoles Yavuz Selim. Aucun commentaire à ce sujet? Ça, ce sont des questions qu'il vaut mieux que vous posiez aux autorités sénégalaises. Je ne suis pas responsable du réseau scolaire ni du ministère de l'Éducation, ça ne nous aura pas échappé. Les relations économiques, plus particulièrement maintenant, entre la France et le Sénégal, oui, on le sait, la France, le premier investisseur au Sénégal et son premier partenaire commercial. J'ai vu des chiffres. Les échanges commerciaux s'élèvent à 834,2 millions d'euros en 2016, ce qui dégage un excédent en faveur de la France avec plus de 78% du stock d'IDE et investissements directs étrangers. Comment vous qualifiez cette coopération économique? Elle est très ancienne déjà. Beaucoup d'entreprises qu'on qualifie de françaises sont souvent en fait des entreprises franco-sénégalaises, parce que 95% de leurs employés et parfois même leurs patrons sont sénégalais. Elles payent leurs impôts au Sénégal. Leurs capitaux sont franco-sénégalais.
Et donc, elles sont connues, elles ont fait leurs preuves, on sait qu'elles sont fiables, et on fait donc appel à elles, souvent, pour investir ou pour développer telle ou telle activité. Donc je crois que l'ancienneté et la fiabilité, c'est quelque chose d'important. Puis je dirais aussi que ces entreprises, elles étaient là aussi quand le Sénégal avait 1% ou 2% de croissance, quand il était dans des phases difficiles de soudure. Donc elles étaient là, elles étaient présentes parce qu'elles connaissaient bien le Sénégal et elles avaient confiance dans l'avenir du Sénégal. Maintenant que le Sénégal a des croissances très fortes, entre 6 et 7%, moi je me réjouis que beaucoup d'entreprises sur la planète s'intéressent au Sénégal et viennent y chercher un supplément de croissance. C'est très bien parce que, de toute façon, pour un pays, être en mesure d'attirer des investisseurs étrangers, cela veut dire qu'il est attractif. Concurrence asiatique, notamment chinoise, nigériane, marocaine. Oui, asiatique, africaine, oui. Américaine, européenne. Ça veut dire que le Sénégal est un pays attractif. Ça veut dire que les investisseurs croient en la croissance sénégalaise et ils savent qu'ici, il y a une forme de stabilité, de démocratie, de sécurité qui est essentielle pour leurs investissements. Ce qui fait qu'en 2015, vous ne possédiez que 18% des parts de marché. Oui, peut-être que cette part de marché sera appelée à nouveau à diminuer. Mais ça, c'est la logique Cela ne vous gêne pas. Mais ça, c'est la logique de la concurrence. C'est ce que vous refusez quelque part, c'est la logique de la concurrence. En vous intéressant au pétrole et au gaz aussi. On ne s'intéresse pas plus que d'autres au pétrole et au gaz. Je rappelle quand même que le pétrole et le gaz, ici, vont être exploités par une société britannique, c'est BP, et une société australienne, c'est Woodside. Donc Total, qui avait une présence très ancienne au Sénégal à travers la raffinerie SAR et à travers son réseau de stations-service, lui a décidé de s'intéresser à l'exploration, qui est une activité très hasardeuse, qui pourra ou ne pourra pas conduire à des découvertes en pétrole et en gaz. Et production. Exploration, pour l'instant, avec la signature le 2 mai 2007 d'un contrat, d'un accord concernant l'offshore profond. Ça, c'est de l'exploration. Il y a une très grosse différence entre l'exploration et la production. L'exploration, vous prenez énormément de risques. Vous avez une chance sur 100 de découvrir quelque chose. La production, quelqu'un d'autre a déjà découvert et vous faites en sorte que cela puisse être produit. Donc, dans le secteur du pétrole et du gaz, je dirais qu'aujourd'hui, le principal partenaire du Sénégal, c'est BP. De la même manière que, par exemple, si vous regardez le secteur des mines, les principaux partenaires du Sénégal sont des entreprises australiennes ou canadiennes. Et si vous regardez le secteur des phosphates, c'est une entreprise indienne. Et la principale banque du pays, elle n'est pas française, elle est marocaine. Donc, je crois qu'il faut sortir un petit peu de cette image qui peut-être a été exacte il y a quelques années, mais qui n'est plus vraie aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénégal est dans la globalisation. C'est un univers extrêmement compétitif et il n'y a pas de marché qui soit acquis. Aucun. Je sais que vous n'êtes pas Total, mais est-ce que les activités de Total, les activités de Total d'exploration ont-elles déjà démarré depuis la signature du contrat? Je ne le sais pas. Total ne m'informe pas des détails de son programme. Ce que je sais, c'est qu'une exploration, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plus d'1 ou 2 années parce que vous devez faire d'abord des analyses qui sont faites à partir de données qui vous sont transmises par l'État sénégalais, et ensuite vous faites passer un bateau, un navire, qui doit compléter cette analyse de données par des études sismiques. Donc cela prend pas mal de temps et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Est-ce que ça vous gêne que la signature du contrat entre le gouvernement du Sénégal et Total ait été précédée du départ du gouvernement du ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall? Le ministre de l'Énergie est parti, c'est sa responsabilité, c'est la responsabilité des autorités sénégalaises. Moi, ce que je dis, c'est que en décembre, lors de la visite d'État du président Macky Sall, un accord avait été convenu avec Total. Un protocole d'accord. Un protocole, voilà. Oui, il a dit qu'il a signé le protocole d'accord, mais il a refusé de signer le contrat. Et ce protocole a ensuite été mis en œuvre. Moi, je pense que du point de vue du Sénégal, il est important de pouvoir avoir des contrats avec plusieurs grandes entreprises internationales qui ont une réputation, qui ont des moyens, qui ont des capacités techniques. BP, British Petroleum, est l'une d'entre elles. Total peut être aussi une autre entreprise. Voilà. C'est important que des partenaires de cette taille-là fassent confiance au Sénégal, soient désireux d'y investir et que vous puissiez compter sur leurs capacités techniques, oui, leurs moyens financiers. Dans des conditions de totale transparence. Bien sûr. C'est ce que l'ancien ministre
a dit, disant qu'il était prêt même à dire sa version. Mais il peut dire sa version, la transparence. D'enquête, la transparence est la plus totale. La transparence est la plus totale. Il s'agit de contrats d'exploration s'agissant de Total. Si je puis me permettre, voilà, la transparence est totale. Vous faites de la publicité totale, ça se voit bien que vous défendez les intérêts de vos entreprises. Non, mais il ne s'agit pas de défendre l'intérêt de telle ou telle entreprise. Il s'agit simplement, dans ce cas précis, de rétablir un peu la vérité des faits, si je puis me permettre. C'est un peu différent. Alors, on reste sur toujours des projets, le train express régional, le TER, qui doit être prêt aux environs de 2019. Une date précise a été fixée par le président de la République, je crois que c'est le 14 janvier 2019. 2019. C'est pas à peu près. Vous êtes encore plus précis. Alors, le TER, aidez-nous par rapport à ces chiffres. Dans un premier temps, 568 milliards de francs CFA. Récemment, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, un chiffre de 800 milliards a été avancé. Le TER va coûter combien? Le TER, je crois qu'il y a eu 5 lots, entre les rails, les locomotives, les gares, la ligne pour le matériel minier. Donc, ces 5 lots ont donné lieu à chaque fois à des appels d'offres, donc tout ça est totalement public, il y a des montants pour chacun des lots, et donc il suffit de se reporter à ces lots pour connaître le coût total de ce très beau chantier qui va complètement changer la vie des habitants du Grand Dakar. Encore que le consortium d'entreprises françaises n'avait pas offert le meilleur prix. Les entreprises d'ailleurs ne sont pas que françaises, vous avez des entreprises turques, vous avez aussi une entreprise sénégalaise, donc il ne faut pas les oublier. Vous avez aussi d'ailleurs des financements qui ne sont pas que français. Vous avez des financements de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique. Avec comme locomotive quand même des entreprises françaises. Vous avez la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, donc ont apporté leur financement. Et effectivement, il se trouve que dans le domaine du ferroviaire, la France a une expertise, je crois, qui est assez largement reconnue. Vous êtes imbattable. Vous avez peut-être pas imbattable, vous avez des TGV français en Chine, aux États-Unis, en Espagne. Donc je pense qu'il y a une qualité qui est reconnue dans ce domaine. Si vous voulez acheter des machines-outils, vous allez peut-être acheter des machines-outils en Allemagne. Si vous voulez acheter, de la noix de cajou, peut-être que vous allez l'acheter au Sénégal ou en Guinée-Bissau. Donc il faut quand même aller voir ceux qui sont compétents à chaque fois quand on veut mener à bien un projet. 568 milliards de francs CFA ou plus que ça, le coût du TER. Moi, je vous conseille de vous reporter sur, encore une fois, faire une addition. Vous avez 5 lots. C'est une addition assez simple à faire pour avoir le coût total du projet. Alstom a là une bonne occasion de sauver des emplois, d'être sauvé de la faillite même. Alstom n'est pas du tout en faillite. Alstom, comme vous l'avez peut-être vu, a été d'ailleurs fait l'objet d'une fusion avec un groupe allemand. Donc c'est maintenant une entreprise franco-allemande. Et Alstom est tout sauf en faillite. Et moi je me réjouis que Alstom puisse livrer, je crois que c'est une quinzaine de rames qui vont faire encore une fois du Grand Dakar une organisation urbaine avec des moyens de transport compétitifs, confortables et qui vont réduire considérablement le temps que chacun des passagers va prendre. Aujourd'hui, vous prenez des heures dans les embouteillages et demain, la vie va être changée. Vous allez pouvoir aller travailler à Dakar, revenir chez vous sans perdre toute votre journée. Oui, mais inversement, ne dites pas quand même que ces 568 milliards ou 800 milliards, c'est une goutte d'eau dans la mer, dans le chiffre d'Alstom. Ça représente quelque chose. 15 rames pour Alstom, ce n'est pas clairement un élément décisif de son chiffre d'affaires. Si c'est ça que vous voulez savoir, il s'agit de fournir 15 rames. Donc, chaque rame est composée de 4 wagons. Donc ce n'est pas le Sénégal qui a aidé Alstom à se sauver? Pas du tout. Je crois que le Sénégal, quand vous regardez la presqu'île de Dakar, Dakar est en voie d'asphyxie totale. Donc il était urgentissime d'avoir un système de transport collectif moderne. Le TER est un élément. Le deuxième élément, ce sera le bus intelligent. Le troisième élément, c'est cette ville nouvelle de Diamniadio. Le quatrième, c'est l'autoroute. Et le cinquième, c'est l'aéroport. Donc voilà, c'est un plan qui a été pensé, qui a été conçu pour faire en sorte qu'on sorte de Dakar et qu'on ait maintenant ce triangle Thiès, Mbour, Dakar, avec comme point nodal Diamniadio. C'est dans cet esprit-là que le TER a été conçu. Et le TER n'est jamais que le début
d'un projet plus ambitieux, puisque l'idée c'est que le TER aille jusqu'à l'aéroport et puisse ensuite aller jusqu'à Thiès. Voilà la mesure de ce projet qui va changer la vie de beaucoup d'habitants. Et c'est vrai, sur ce sujet, le Sénégal avait pris du retard. Si vous regardez les grandes métropoles aujourd'hui, elles ont toutes des moyens de transport collectif efficaces. Ça peut être des bus, le tramway. Ça peut être des tramways, des bus intelligents, même certains ont même des téléphériques. Et même le métro. Voir le métro. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, absolument. Vous en rigolez Non, je n'en rigole pas du tout, non. Il faut regarder ce qui est le moins coûteux, ce qui est le plus efficace. Le métro, c'est bien pour des structures extrêmement denses. Très bien. Alors, parallèlement au TER, ou même avant le TER, il y a l'autoroute à péage Dakar-AIBD, et même plus loin maintenant, Singa. Vous empruntez cette autoroute à péage et vous payez aussi? Bien sûr que je paye. Les tarifs, vous les trouvez comment? Bien sûr. Moi, ce que je constate sur cette autoroute, c'est qu'on pensait que cette autoroute, il n'y aurait personne. Je me rappelle, en tout cas on me l'a rappelé, qu'on disait non, le péage est trop élevé, il n'y aura personne sur cette autoroute. Langage diplomatique, répondez directement à la question. Vous trouvez comment les tarifs? Il faut comprendre le contexte. On me disait qu'il n'y aurait personne sur cette autoroute parce que le péage était trop élevé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des embouteillages sur l'autoroute. On me dit qu'il y a des embouteillages sur l'autoroute. Ça veut dire que peut-être le trafic en fait est beaucoup plus élevé qu'imaginé. Il y a peut-être trop de péages aussi. Trop d'arrêts péages. Alors ça, la question des arrêts péages, c'est la question de savoir qu'est-ce que vous proposez. Vous avez deux systèmes de péage, le système de péage ouvert et le système de péage fermé. Les tarifs, vous les trouvez corrects? Voilà. Les tarifs, en tout cas, visiblement, ne découragent personne à prendre l'autoroute. Il y a des usagers qui les trouvent chers. Oui, mais encore une fois, aujourd'hui, vous avez des embouteillages sur l'autoroute. Ouais. Tout le monde s'en plaint. Ouais. Donc, est-ce que la question aujourd'hui est celle du prix du péage ou est-ce que c'est celle de savoir s'il faut 3 péages ou un péage? Moi, il me semble, pour aller dans votre sens... Les prix sont jugés exorbitants par beaucoup de Sénégalais. Ce n'est pas votre point de vue. La question du péage, pourquoi il y a un péage? Parce qu'il faut rembourser les investissements qui ont été faits. Si vous voulez investir dans la modernité, il faut donc évidemment trouver les ressources. Soit vous vous endettez, première solution, mais vous ne pouvez pas vous endetter de manière illimitée, soit vous demandez à des entreprises d'investir chez vous. Elles investissent chez vous parce qu'elles ont confiance, parce qu'elles vous croient et parce qu'elles pensent que votre pays a de l'avenir. Et bien qu'une société de la dimension d'Eiffage, puisque vous en parlez, croit en l'avenir du Sénégal et soit prêt à prendre le risque de financer la construction d'une autoroute, moi je m'en réjouis. La balance commerciale entre le Sénégal et la France est quand même largement excédentaire au profit de votre pays. En 2014, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 811 millions d'euros, en hausse de 17,4 par rapport à 2009. En clair, la balance commerciale était largement excédentaire au profit de la France pour un montant de 647 millions d'euros sur 811 millions d'euros. C'est déséquilibré. Absolument. Il faut rétablir l'équilibre. C'est totalement déséquilibré. Mais la manière de rétablir l'équilibre, quelle est cette manière? C'est que le Sénégal développe ses exportations. Il se trouve que le Sénégal est un pays structurellement importateur. Parce que là, vous signalez le cas de la France, mais vous auriez pu prendre n'importe quel autre pays. La balance est en général déficitaire. Donc il faut que le Sénégal puisse développer des services, une industrie, une agriculture... qui lui permettent d'exporter et de transformer ses produits. Et par exemple, dans le secteur de l'agriculture, moi je vais souvent sur la vallée du fleuve, je vais aussi à Vélingara et je vois ce qui est fait pour développer les périmètres rizicoles, pour développer l'irrigation. Et je vois maintenant des entreprises qui exportent, elles exportent des produits comme des légumes, comme des tomates. Elles permettent aussi de nourrir la population en produisant du riz. Donc il y a aujourd'hui une agriculture qui commence à être performante et qui va contribuer à réduire le déséquilibre très juste que vous évoquez entre les importations et les exportations. Le CFA, comment arriver à une relation équilibrée quand, dans notre commerce, pays africains francophones, membres de l'UEMOA et la France, comment arriver à une coopération équilibrée alors que c'est vous qui garantissez la monnaie de ces pays? Alors d'abord, le CFA, c'est une monnaie africaine. Le franc a disparu en France depuis 17 ans. La monnaie de la France, c'est l'euro. Donc la relation, c'est bien entre les pays de l'Union européenne et les pays d'Afrique de l'Ouest qui possèdent cette monnaie ensemble. Le CFA aurait pu disparaître avec le franc français.
Je crois que le franc CFA, c'est un outil extraordinaire. Il vous permet d'avoir une monnaie stable et une monnaie unique. Nous, en Europe, on a mis 50 ans avant d'avoir l'euro. 50 ans pour avoir une monnaie unique et une monnaie stable. Donc c'est un atout considérable. Après, c'est votre monnaie, donc il vous appartient d'en définir les contours, les paramètres. Le président Macron, dans son discours à Ouagadougou, a été très clair. C'est la monnaie, c'est votre monnaie. Si vous voulez en changer, cela vous appartient. Si vous voulez en définir des modalités différentes, cela vous appartient. Nous, effectivement, Français, nous garantissons la stabilité de cette monnaie en rémunérant, au-dessus d'ailleurs du prix du marché, les réserves qui sont placées à la Banque de France. C'est-à-dire ? Nous rémunérons ces réserves à un taux de 0,75%, alors que le taux du marché est plutôt autour de 0,25%. C'est un élément important pour garantir la stabilité de la monnaie. Mais encore une fois, tout est ouvert. La décision appartient aux États africains. Moi, je me contente de dire qu'avoir une monnaie unique, une monnaie stable, une monnaie sans inflation, vous n'avez pas d'inflation, c'est un atout considérable. Ce que vous possédez aujourd'hui aura la même valeur demain et après-demain. Vous voulez dire que le CFA est au désavantage de la France ? Il n'est ni à l'avantage de la France, ni au désavantage de la France. La France n'en retire aucun avantage. Elle n'en retire aucun avantage. C'est une monnaie qui permet une relation stable entre une vingtaine de pays européens et une petite dizaine de pays africains. Oui, ou 14, disons. Oui, parce que vous incluez, moi je parlais de l'Afrique de l'Ouest, voilà, qui sont deux systèmes distincts. Et chacun, je pense, y trouve un avantage dans cette stabilité, dans cette unité. Il faudrait bâtir, aller plus loin, je pense. Par exemple, l'unité de la monnaie devrait permettre de renforcer les échanges au sein de la zone franc. Qu'il y ait plus de commerce entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal. Parce que c'est un avantage d'avoir la même monnaie. Oui, la CEDEAO envisage une monnaie unique, par exemple. Oui, mais ce serait très bien que la CEDEAO ait une monnaie unique. Mais vous avez déjà cette chance d'avoir cette monnaie unique. Donc profitez-en. Et si vous pouvez, autour de cette monnaie, élargir, si d'autres pays veulent rejoindre cette zone monétaire commune, eh bien ce serait formidable. Monsieur l'ambassadeur de France, Christophe Bigot, il nous reste 2 minutes. C'est peu. Des questions très courtes qui appellent des réponses très courtes également. Au plan militaire, est-ce qu'il est envisagé un retour de la base militaire française telle qu'on l'avait connue ? Aujourd'hui, l'aéroport Léopold Sédar Senghor est transformé en aéroport militaire, par exemple. La réponse est simple, c'est non. On a aujourd'hui les éléments français au Sénégal, 350 soldats qui font un super boulot au Sénégal et avec les 14 autres pays d'Afrique avec lesquels ils travaillent. C'est un bon dispositif qui fonctionne bien. Il n'y a pas lieu de revenir à un dispositif plus lourd. L'émigration irrégulière ou clandestine avec des migrants africains très jeunes parfois qui sont pris en esclavage en Libye alors qu'ils partaient en Europe. Quelle est la part de responsabilité que vous assumez ? Nous avons dit clairement que c'est un crime contre l'humanité. Mais qui traite ces migrants en esclavage? Qui les traite? Le président Macron qui Bien a sûr, dit les esclavagistes, ce sont les Africains. Qui traite? Mais je crois que ce débat a eu lieu lors de la réunion Union européenne, Union africaine. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que l'État libyen existe, assure sa souveraineté. Ce qu'il faut aussi, c'est augmenter le nombre de visas délivrés. Par exemple, à Dakar, nous avons augmenté de 20% le nombre de visas délivrés. Si vous regardez les étudiants, il y avait 2500 visas délivrés à des étudiants en 2016, 3500 en 2017. 2500, 3500. Il faut donc aussi répondre sur le terrain de ce qu'on appelle l'immigration légale. Et puis enfin, il faut lutter contre les trafiquants. Ce sont des esclavagistes, ce sont des rançonneurs. Ils font honte à l'humanité, donc il faut les dénoncer et les juger. Khalifa Sall, son procès prévu le 3 janvier 2018, soutien de la mairie de Paris qui estime que le maire de Dakar a été incarcéré suivant une procédure anormale. C'est aussi la position du gouvernement français ou non? Nous nous sommes gardés de tout jugement sur ce sujet. C'est un sujet qui est sénégalais. Il appartient à la justice sénégalaise de se prononcer et elle le fera, vous le dites, très bientôt. Et le gouvernement sénégalais... Ce n'est pas à nous de nous prononcer sur ce sujet. Je me garderai bien d'interférer
dans le cours de la vie politique sénégalaise comme dans le cours de la justice sénégalaise. Ce n'est pas mon rôle. Certains de vos prédécesseurs ont eu par le passé à se prononcer sur des dossiers judiciaires. Vous dites non. En tout cas, moi, il ne m'appartient pas de me prononcer. C'est très clair. Résolution contre la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Vote contre du Sénégal, contrairement par exemple au Togo, qui assure pourtant la présidence de la CEDEAO. Quid de la France ? La France très clairement a dit que cette décision ne contribuait pas à la solution, elle ne contribuait pas à la paix, elle ne contribuait pas à la recherche d'un dispositif où vous aurez 2 États, Israël et la Palestine, avec une capitale en partage. Nous sommes très loin de cette situation. Donc nous avons dit qu'il fallait revenir sur le chemin de la négociation. Il fallait revenir sur ce concept très simple, 2 peuples, 2 États. Le président Trump a quand même menacé les États qui sont aidés par son pays. Et ça a fait mouche un peu. 30 pays ont voté contre la résolution. Et puis il y a eu des abstentions aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les relations internationales, malheureusement, ne sont pas fondées uniquement sur le droit. La France ne cède pas aux menaces du président Trump. Écoutez, c'est clair que nous avons une politique qui est très différente sur ce sujet de celle du président des États-Unis. Nous avons réaffirmé constamment notre appui au processus de paix, un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Les deux doivent vivre en paix et en sécurité. Et je pense que ce point de vue est le point de vue de la très large majorité de la communauté internationale, parce que vous mettez en avant les votes, les abstentions, mais ce qui est quand même remarquable, c'est le fait qu'une très grande majorité de pays ont réaffirmé les principes qui nous animent sur ce Proche-Orient qui est à la fois si proche et si difficile. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Dior Diouf, Mamoudou, c'était très agréable. Et bonne année 2018. Oui, meilleurs vœux à vous et à tous les auditeurs pour cette année 2018 qui s'annonce passionnante. Meilleurs vœux aussi à tous les auditeurs, à la technique à l'UDBA. Maguette Koulibaly, Digital Manager, dans un instant, le journal de midi. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et on sera en 2018. Inch'Allah. Inch'Allah, 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 Inch'Allah.